Yo les bros, c'est Goji et j'espère évidemment que vous allez très bien. En même temps, on se retrouve pour une review donc ça ne peut qu'aller bien. Le chapitre 1065 étant enfin disponible et annonçant une très grande révélation sur l'ancien royaume du siècle oublié. Ah, vous savez à quel point je suis friand de ce genre d'histoire, donc j'ai particulièrement hâte, même si l'ensemble du chapitre reste vraiment passionnant. J'ai donc évidemment beaucoup de choses à vous dire, et peut-être même à vous révéler. Comme d'hab, mes giga bros, je vous invite à me soutenir gratuitement, juste en likant cette vidéo, c'est hyper facile, ainsi qu'à vous abonner, puisque vous êtes quand même 45% à suivre mes reviews et théories sans avoir rejoint l'équipage, donc n'hésitez pas, je compte sur vous. Merci du fond du cœur. Et commençons. Étant donné que le chapitre est plutôt bien découpé, que l'évolution au fil des pages et des sujets se fait d'une manière relativement fluide, nous allons suivre la même trame et commencer par le début. C'est fou hein, ça fait longtemps je crois qu'on n'a pas fait ça. Ce sont Zoro, Brook et Caribou qui ouvrent le bal d'une manière assez simple puisque Zoro fout littéralement Caribou dehors. Leur chemin semble alors se séparer ici, mais si c'est le cas, alors que va-t-il advenir de Caribou ? Bon, lui on sait qu'il doit rentrer en contact avec une certaine personne, un être assez important qui va sûrement utiliser les précieuses informations sur les armes antiques qu'il a récoltées depuis l'île des hommes poissons et sur Wano Kuni. Son identité reste encore floue, on a de nombreuses raisons de penser qu'il s'agit de Barbe Noire, mais Oda peut toujours nous surprendre. Je me suis donc posé la question, comment Caribou va-t-il se tirer d'ici ? Car on se doute bien que son objectif n'est pas de rester sur une île contrôlée par le gouvernement, et si jamais il ne reprend pas la route avec les Mugiwara, alors il va devoir trouver un autre moyen. Je pense qu'on a déjà deux possibilités. La première, il s'infiltre sur le bateau du CP0. Alors, ça reste assez dangereux, effectivement, mais leur arrivée est teasée depuis plusieurs chapitres, et j'imagine qu'ils serviront enfin à quelque chose comme de taxi pour Caribou afin qu'il continue de s'infiltrer dans des endroits protégés et sensibles tout en récupérant un maximum d'informations précieuses. La deuxième serait qu'il continue avec Bonnie. Bon, elle se trouve pour l'instant sans équipage ni bateau, mais ils vont sûrement réapparaître d'ici la fin de l'arc, suivant la vivre carte de leur capitaine pour venir la récupérer. Caribou en profiterait pour embarquer, toujours discrètement, et ainsi se rapprocher de la personne à qui il souhaite divulguer toutes ces informations. J'avoue que le sujet Caribou m'a pas forcément intéressé dans ce chapitre, mais je voulais quand même en faire une mini aparté concernant son futur qui reste quand même assez incertain et assez intriguant. Passons alors au sujet suivant, la quête de la flamme éternelle de Vegapunk Lilith. Alors vous le savez très bien depuis tout ce temps, mais moi j'aime bien tiquer sur des petits détails semblant insignifiants d'apparence, car ils pourraient être, à mon sens, révélateurs de nombreux secrets pour le futur. Et justement, Lilith révèle que la source principale d'énergie utilisée pour alimenter tout le mécanisme de Egghead se trouve être le feu. Et que si par miracle il venait à trouver un feu inextinguible, une flamme ne s'arrêtant jamais de brûler, alors Vegapunk pourrait même recréer son propre soleil. Bon alors c'est peut-être rien de spécial comme je le disais, mais la notion de soleil est désormais tellement importante, tellement au cœur de One Piece, que nous sommes en droit de plancher un petit peu sur le sujet. Du coup ça m'a rappelé la cité lunaire de Bilka et toute son histoire. Petite piqûre de rappel, Bilka était autrefois habité par un peuple ailé. Ce royaume implanté au centre de la lune manqua toutefois d'énergie et face à cette pénurie, ils ont dû émigrer sur Terre sans que l'on connaisse la suite. Même si cette fin de chapitre peut justement nous en dévoiler beaucoup. Il a fallu qu'Ener revienne sur cette Terre, réalimente tout le réseau grâce au pouvoir de son Gorogoro no Mi pour réactiver toute la cité et sa civilisation endormie. Bon, en toute sincérité, je pense pas que la recherche de l'énergie illimitée de Vegapunk soit un hasard, quand on sait que c'est justement ce qui a obligé les êtres lunaires à migrer sur Terre, une pénurie d'énergie. Pourtant, comme on l'a vu avec Ener, un fruit du démon aurait pu totalement régler le souci, ce qui laisse sous-entendre que le peuple ailé n'avait pas de fruits du démon, ne les connaissait pas, ou alors ne les utilisait pas. Cette source d'énergie inépuisable recherchée par Vegapunk serait alors tout simplement et également un fruit du démon, spécial ou non. On pense évidemment tous au Meramera no Mi, le Logia du feu qui répondrait parfaitement aux attentes du scientifique, lui qui est spécialisé dans les fruits du démon, je pense qu'il le connaît de toute façon très bien. Pourtant ça paraît trop simple, trop logique. Alors j'ai pensé à une autre éventualité, toujours un fruit du démon, mais cette fois-ci que ce soit celui de Luffy, le Ito Itonomi modèle Nika, le dieu du soleil. Tout simplement parce que c'est le dieu du soleil. Non mais oui, il faut que l'élément solaire soit autre chose qu'une symbolique, et je suis convaincu que Luffy pourra générer une certaine forme de feu à travers de nouvelles compétences de son Zoan mythique éveillé. Vu le caractère unique et exceptionnel du fruit de Luffy, on peut se demander si Vegapunk ne serait pas finalement intéressé par lui pour peut-être en extraire une partie et utiliser son pouvoir pour créer une source d'énergie infinie. Et bien sûr, la troisième option serait que le secret de cette flamme éternelle que recherche Vegapunk reposerait en réalité
au cœur de l'histoire d'une tribu dont l'existence nous a été révélée récemment, les Lunarians. Considérés comme des dieux, ennemis des Tenryubito, êtres à la résistance inégalée à ce jour, les Lunarians ont par-dessus tout cette particularité de voir brûler dans leur dos une flamme semblant ne jamais faiblir. Est-ce une fois de plus un hasard? Est-ce un hasard que Vegapunk aurait besoin d'une flamme, d'un feu que l'on retrouve chez les Lunarians qui sont justement connus pour le contrôler? Alors oui, c'est peut-être totalement de la surinterprétation et à aucun moment cette histoire de feu ne sera développée davantage, mais on parle quand même d'un besoin que le plus grand scientifique du monde a. En fait, c'est pas rien. À quoi bon introduire cette problématique si ce n'est pour pas la résoudre plus tard? Surtout qu'au final, cette problématique existait déjà à l'époque de Bilka Lunaire. Et vu la fin de ce chapitre orienté vers l'histoire antique de One Piece, il est pas si con de penser que Vegapunk finira par trouver le moyen de générer une source d'énergie illimitée. Voilà. C'est bien, on a perdu du temps sur une seule phrase. Bravo Goji. Vu tout ce qui reste à dire dans la review, je suis à grosses gouttes là. Avant d'attaquer l'un des principaux sujets de cette vidéo, on va parler d'un dernier petit détail scientifique et après, promis, j'arrête. Les Mugiwara s'étonnent de voir passer Lilith à travers une porte d'acier et découvrent qu'il s'agit en fait d'une sorte de métal spécial qui prend une forme liquide quand on le traverse pour se durcir juste après. J'ai pas mis longtemps à penser qu'il s'agissait du minerai eau de vie, le fameux Kitetsuko, mentionné pour la première fois après l'arc de Dressrosa par Monkey D. Dragon. Apparemment, les armes récupérées sur l'île de Doflamingo étaient faites en ce matériau apparemment très rare sans qu'on ait plus d'informations que ça. Mon idée était donc que les portes et même une partie de la structure Deckhead soient faits en minerai de eau de vie qui aurait la particularité d'être à la fois liquide dans certaines situations et solide dans l'autre. Voilà, ça fait à peu près 7 ans que j'attends que ce métal soit enfin exploité dans le manga et ça me semble être une bonne occasion que de le faire dans l'arc scientifique par excellence. Ok, passons désormais à un sujet un petit peu plus croquant, le Séraphin de Jinbei. Alors que le groupe de Sanji évolue à l'intérieur du labo de Vegapunk, il se retrouve confronté au Séraphin de Jinbei. Vous vous souvenez quand je disais dans le dernier chapitre que je trouvais bizarre que seul Sanji et Jinbei aient une tenue différente des autres et que ça pourrait correspondre avec leur lien avec la science, que Jinbei aurait son Séraphin et que les gènes de Sanji seraient dans la banque de données de Vegapunk? Ben, peut-être qu'on s'en rapproche petit à petit finalement. Encore une fois, l'un des grands corsaires originaux de One Piece dispose de son propre clone créé par Vegapunk. Il nous manque donc Gecko Moria, Doflamingo et Crocodile pour compléter entièrement le tableau. La question persiste, est-ce tous les grands corsaires depuis le début de One Piece que Vegapunk a recréé en Séraphin ou seulement ceux qui l'étaient quand Luffy a commencé son aventure? Car si c'est la première option, alors Law, Baggy, Wable et surtout Teach vont possiblement voir apparaître leurs clones. Personnellement, je pense qu'il s'agit seulement des corsaires originaux et une chose m'a conforté dans cette idée dans ce chapitre, leur nom de code. Le nom de code de Séraphin de Jinbei se trouve être S-Shark. Sans avoir besoin d'être un très grand analyste, le S signifie sans doute Séraphin et Shark correspond à l'animal associé au corsaire. Jinbei étant un requin-baleine, le code Shark était donc plutôt bien adapté. Si on suit cette logique, alors Mihawk ayant le faucon comme animal, Boa Hancock le serpent et Kuma l'ours auront respectivement et logiquement S-Hawk, S-Snake et S-Bear en nom de code. Cette même logique s'applique à Crocodile, Doflamingo et Gecko Moria d'ailleurs, qui ont eux aussi un thème animal très présent. Sauf que du côté des autres Shichibukai, ceux qui se sont ajoutés avec le temps, eh bien ce thème était beaucoup moins prononcé, voire carrément plus du tout en fait. C'est donc pas un argument incroyable, mais c'est à mon sens la raison de pourquoi seulement les Shichibukai originaux ont leur Séraphin. Ok, donc maintenant en analysant un peu ce qui entoure ce Séraphin de Jinbei, on distingue deux choses assez visibles sur la cuve se trouvant derrière lui, un pourcentage et un chiffre. De ce que j'en ai déduit, le pourcentage représente le niveau de finalisation du Séraphin, là en l'occurrence le Séraphin de Jinbei semblait être prêt à 98%. Notons qu'il n'est pas impossible que cette valeur monte au-dessus de 100%, surtout que le Vegapunk Edison récemment révélé, dont on parlera rapidement plus tard, précise bien qu'il n'est encore qu'un enfant, sous-entendant que les Séraphins peuvent et vont donc sans doute bien vieillir et ce pourcentage sur leur cuve pourrait en être l'indicateur. Le numéro 4 quant à lui sous-entend sûrement son numéro de création, il serait simplement le 4e Séraphin créé. Étonnamment, c'est également le 4e Séraphin que nous voyons apparaître après celui de Mihawk, Boa et Kuma. Il est donc fort possible que ces trois-là soient également les trois premiers. Et sinon on en parle du fait que le Séraphin de Jinbei est un fruit du démon ou non? Grande surprise assez prévisible finalement, il aurait été étonnant que Vegapunk, qui est tant spécialisé dans les fruits du démon, n'intègre pas leur pouvoir dans le projet Séraphin, sachant qu'il avait déjà fait avec les pacifistas et le Logia de Kizaru. Par contre, le fruit du démon de Jinbei n'est pas inconnu, puisqu'il s'agit du Sui Sui no
Nomi de Sailor Pink, l'adversaire de Franky sur Dressrosa qu'il a d'ailleurs lui-même reconnu. Et c'est marrant hein, parce que justement Sailor Pink a été arrêté avec le reste de la Doflamingo Family à la fin de Dressrosa. J'imagine donc que vous voyez où je veux en venir, mais il semble que Vegapunk ait utilisé les prisonniers détenteurs de fruits du démon pour les reproduire et en faire profiter ses séraphins. Jinbei Séraphin a donc un fruit parfaitement adapté à son style de combat puisqu'il lui permet de nager et aussi d'utiliser le karaté des hommes poissons comme si le sol était un liquide. C'est vraiment trop bien joué de la part d'Oda. Je sais pas depuis quand il a prévu ça, mais vraiment je vois ça comme un vrai coup de maître. Vraiment. Du coup, si on ne prend pas trop de risques et qu'on se base sur les fruits du démon de l'équipage de Doflamingo qui a été arrêté, on pourrait peut-être pré-shot les pouvoirs de Mihawk, Hancock et Kuma en séraphin. Mihawk pourrait avoir le Ira Nomi de Diamante, un paramécia permettant à son utilisateur de faire flotter tout ce qu'il touche. Diamante l'utilisait beaucoup en combinaison avec son sabre, ce qui pourrait totalement être le cas avec Mihawk, et son Kokuto Yoru modifié. Hancock, elle, est un petit peu plus compliquée car pas mal de fruits du démon de l'équipage de Doflamingo pourraient correspondre. Le Ichi-Ichi-Nomi de Pika, puisque de base les pouvoirs d'Hancock lui permet de pétrifier les adversaires qu'elle touche. Je me dis qu'un fruit du démon de la pierre pour son séraphin n'est pas du tout une mauvaise idée. Mais il y a aussi le Tonton de Magvise, permettant à son utilisateur d'augmenter ou de retirer le poids de son corps. On se rappelle de Miss Valentine qui utilisait son fruit du démon similaire avec un style de combat très corps à corps, comme Hancock justement, donc le Tonton Nomi irait plutôt bien à ce séraphin. Pour finir, il y a le Guru Guru Nomi de Buffalo, permettant à son utilisateur de faire tourner certaines parties de son corps à la manière d'hélice. Là encore, la Hancock originale démontre un style de combat basé sur les coups de pied rotatifs, donc l'idée n'est pas à exclure. Vous l'aurez compris, pas mal de choix s'offrent à vous concernant le séraphin d'Hancock, et c'est pas forcément mieux avec celui de Kuma. Il pourrait totalement garder le fruit du démon qu'il a de base, c'est-à-dire le Nikyu Nikyu Nomi, puisque Vegapunk a travaillé sur le corps du vrai Kuma. Il aurait pu totalement extraire les pouvoirs de son fruit du démon et les ajouter à son séraphin. Ça tiendrait même d'une logique intestable en fait. Mais si on s'accroche vraiment au schéma de l'équipage de Doflamingo, alors peut-être que le Pamu Pamu Nomi de Gladius pourrait bien coller. J'ai pas forcément d'arguments supplémentaires, juste un feeling plutôt sympa, même si je resterai davantage sur l'idée du Nikyu Nikyu Nomi original. Voilà, j'ai trouvé cette partie extrêmement intéressante à développer, tout en étant très bien ficelée. D'ailleurs, sans mauvais jeu de mots, mais le séraphin de Doflamingo, qui existe sans doute, pourrait avoir le fruit du démon du fil du vrai Doflamingo, puisque ce dernier a aussi été capturé et aurait pu subir des expériences par ou pour Vegapunk. Donc j'ai très hâte de voir la suite et de voir à quel point j'ai pu viser juste ou au contraire me larder totalement et comme jamais. Sinon pour le reste je n'ai rien de particulier à noter si ce n'est que je valide très fort la Nico Robin très badass que nous avions depuis le début d'arc. Elle rigole zéro et semble vraiment vouloir faire honneur à sa prime colossale. Le sujet séraphin est clos, on peut passer à l'avant-dernière partie de cette vidéo et qui concerne les Vegapunk. Shaka, Edison, Pythagore et York sont finalement dévoilés. On en sait désormais plus sur la manière dont le Vegapunk original s'est divisé en 6 cyborgs. Chacun a sa particularité et son domaine de prédilection. Edison est le côté inventeur du scientifique, inspiré de Thomas Edison, l'un des plus connus et prolifiques inventeurs de notre époque. Pythagore, lui, est celui qui récolte, traite et calcule les données. Évidemment, il est totalement inspiré du mathématicien savant grec Pythagore, connu pour son lien avec l'arithmétique, la science des nombres. York se trouve être quant à elle le corps biologique de tous les Vegapunk, elle semble se nourrir pour eux, et donc leur apporte l'énergie qu'ils dépensent dans leurs calculs mathématiques. Elle se repose, va aux toilettes, s'alimente, bref, c'est vraiment la partie qu'un scientifique pourrait considérer de futile et de perte de temps qui est entièrement reléguée à York. Shaka, quant à lui, semble superviser tous les autres. Il semble également être le plus proche du Vegapunk originel. C'était donc très cool et impressionnant de voir à quel point Vegapunk a ordonné son travail avec ses équipes, bien qu'il reste toujours assez timide de son côté. Son apparition officielle ne va pas tarder, si ce n'est pas dans le mois de novembre, ça sera certainement peu de temps après. En tout cas, je pense que d'ici 2023, on le verra apparaître. Concrètement, je n'ai rien à dire de particulier concernant l'apparition des autres Vegapunk, il semble suivre une logique que Koda a tenue jusqu'à présent, et participe seulement à rendre le vrai Vegapunk encore plus mystérieux. Il faut dire aussi que j'ai extrêmement hâte de vous parler de cette fin de chapitre, une révélation à absolument pas négliger sur un sujet bien trop important de l'histoire de One Piece, l'ancien royaume. Shaka révèle à Franky que Egghead n'est en réalité pas tant l'île du futur que l'île du passé, puisqu'il y a 900 ans existait un royaume qui possédait un très grand niveau technologique. Au même moment, Luffy et son groupe découvrent ce qui semble être une armure ou un robot d'apparence très ancienne, possédant pourtant et vraisemblablement
une technologie particulièrement avancée. Vous vous doutez bien qu'on arrive au moment critique, au moment très attendu de cette review. Rendez-vous compte que c'est la deuxième fois officiellement que nous entendons parler de l'Ancien Royaume depuis le début de One Piece. La première fut dans le chapitre 395 par le professeur Clover, il y a de cela plus de 16 ans. Peut-être que certains d'entre vous n'étaient même pas nés d'ailleurs. C'est absolument fou, il a fallu attendre 16 ans de plus pour qu'un autre génie du monde nous parle de cet ancien royaume qui est tant au centre des théories. Et surtout, quelle révélation nous avons là. L'ancien royaume est très loin de l'image antique et vieux que nous nous en faisions. D'après Vegapunk, cette civilisation était autant avancée que ne l'est Egghead actuellement. Bon, je pense qu'il est temps de parler de cette grande révélation et surtout de comment Oda nous avait déjà dévoilé son histoire il y a plusieurs années dans une discrétion absolue. J'ai eu l'occasion de vous parler de la cité lunaire de Bilka un peu plus tôt. En effet, et bien que tout comme l'ancien royaume, elle ne fut mentionnée qu'une fois durant la mini-aventure d'Ener, cette civilisation extraterrestre fait partie intégrante de l'histoire antique de One Piece et des inspirations sur les théories sur ce sujet. Une cité lunaire gouvernée par des êtres ayant migré sur Terre, c'est vraiment unique et particulier, même dans un monde où des fruits donnent des pouvoirs magiques. Alors quel lien pouvons-nous faire entre Bilka et l'ancien royaume? Eh bien évidemment, leur avancée technologique. Comme nous l'avons vu précédemment, la cité lunaire avait comme particularité d'être à la pointe de la technologie. Toute la ville était alimentée par un réseau d'énergie et une armée d'automates humanoïdes dotés d'émotions. Bilka n'avait donc rien à envier à la technologie de Vegapunk et au contraire, leur histoire semble liée d'une certaine manière puisque les principaux Spacey que l'on voit dans la mini-aventure d'Ener, ceux qui ont voyagé sur la Lune, vivaient sur Karakuri aux côtés du professeur Tsukimi. Et l'île de Karakuri n'est pas choisie au hasard par Oda non plus car c'est l'île de la science, celle qui a vu naître le génie de Vegapunk, celui que nous découvrons de chapitre en chapitre actuellement. Quel heureux hasard. Quoi qu'il en soit, ne serait-ce que par leur technologie avancée, la cité lunaire de Bilka et l'ancien royaume ont un lien assez évident. Et si ce lien était tout simplement que le peuple ailé descendu sur Terre pour exploiter les ressources de la planète bleue soit les entités à l'origine de l'ancien royaume, qu'ils ont utilisé de leur science, leur savoir extraterrestre pour recréer sur Terre un royaume immense, prospère, qui finira par être détruit par une coalition de 20 autres royaumes. À cela, il y a plusieurs arguments, deux sujets principaux plus précisément qui vont davantage vous convaincre, et le premier c'est tout simplement l'histoire antique de notre monde. Il existe une théorie scientifique, surtout conspirationniste, très controversée, mais tout autant connue, qui se nomme la théorie des anciens astronautes. Cette théorie met en avant l'existence d'êtres extraterrestres ayant rendu visite aux humains dans les temps très anciens. Ces entités célestes n'auraient pas tenté de soumettre les humains à leur pouvoir comme on peut le voir dans certains films de science-fiction, mais au contraire auraient aidé notre civilisation à se développer davantage. Cette théorie a pour but d'expliquer, de justifier comment nos plus lointains ancêtres sont parvenus sans outils modernes à réaliser des constructions absolument colossales pour leur époque et leurs moyens techniques très rudimentaires. Pas seulement, et toujours d'après cette théorie, nos ancêtres auraient laissé des traces écrites prouvant la venue sur Terre de ces êtres qu'ils allaient considérer par la suite comme des divinités. Alors je le répète, il s'agit d'une théorie très connue mais aussi très critiquée pour de nombreuses raisons que je vous épargne car mon rôle n'est pas de vous convaincre de sa véracité ou non. Non, pas du tout, moi mon objectif c'est de vous faire comprendre qu'Oda aurait pu s'inspirer de cette théorie pour l'adapter dans son œuvre. Les anciens astronautes venus sur Terre pour aider la civilisation humaine seraient dans One Piece l'équivalent du peuple ailé ayant migré de la cité lunaire Bilka. En apportant avec eux leur savoir, leur technologie, ils auraient également permis la création et l'expansion de l'ancien royaume qui aurait été à l'époque à la pointe du savoir grâce à ces extraterrestres. Des extraterrestres finalement considérés comme des divinités. Une certaine jalousie du reste des royaumes n'ayant pas profité de cette technologie les aurait ainsi menés à se révolter et à créer une coalition d'une vingtaine de royaumes qui sera connue plus tard sous le nom de gouvernement mondial. Dans leur folie, les membres du gouvernement se seraient isolés au plus haut sommet du monde, Red Line, et auraient fièrement arboré un scaphandre similaire aux astronautes pendant leur visite sur la terre ferme pour prendre eux aussi l'apparence des dieux antiques ayant fait la gloire de l'ancien royaume qu'ils détestaient tant. C'est évidemment une version simplifiée, raccourcie de cette théorie. Par pitié, dites-moi en commentaire toutes les théories que je dois vous sortir ailleurs que dans les reviews, car j'en ai accumulé beaucoup trop, je sais même pas vraiment combien j'en ai, et je sais plus où donner la tête, donc si vous vous en souvenez de toutes les promesses que je vous ai fait de théorie, notez-les-moi en commentaire, je vous en supplie, comme ça je fais une liste et je sais ce que j'aurai à faire en 2023. En tout cas, je ne sais pas si Oda s'est vraiment basé là-dessus, mais depuis que je l'ai en connaissance, j'ai toujours voulu vous en parler et le moment s'est bien prêté dans ce chapitre, un peu tard certes.
Là où par contre je suis beaucoup plus certain de l'influence que ça a eu sur Oda, et en plus de ça j'en ai parlé il y a de ça 6 ans, c'est le film d'animation Le Château dans le ciel de Hayao Miyazaki, et c'est également le deuxième sujet que je voulais évoquer. Pour les très anciens de la chaîne, vous devez donc vous rappeler que début 2016, il y a plus de 6 ans, je vous avais présenté la théorie d'un fan anglais sur One Piece et l'influence que Le Château dans le ciel aurait pu avoir sur l'œuvre d'Eiichiro Oda, plus précisément sur l'aspect antique de son histoire. Et lorsque ce robot, cette armure fut dévoilée à la fin de ce chapitre, mes pensées se sont instantanément projetées 6 ans plus tôt avec un véritable flashback de moi regardant ce film pour la première fois pour le bien de la vidéo que j'allais sortir. Si vous ne connaissez pas Le Château dans le ciel ou si vous avez oublié à quel point son histoire pourrait correspondre à One Piece, alors je vais vous l'expliquer très rapidement. Attention cependant, ça va spoil. Nous suivons les aventures de Pazu, un enfant dont le père est parvenu à photographier une île légendaire nommée Laputa. Alors, ça s'écrit Laputa, mais à ce qui paraît, ça ne se prononce pas du tout comme ça, donc on va dire Laputa. Malgré la preuve évidente de l'existence de cette île, grâce à cette photo, personne ne croyait le père de Pazu, qui mourra en menteur. Pazu a donc décidé de partir lui-même à la recherche de cette île légendaire afin de rétablir la vérité et l'honneur de son père. En gros, l'histoire de la famille Mont-Blanc avec les îles célestes. Mais bon. À un moment de l'histoire, il rencontre la jeune Shita qui se révèle être une descendante de la famille royale de Laputa, attestant alors davantage l'existence de cette île, mais problème, elle est poursuivie par le gouvernement. En effet, le gouvernement cherche à trouver et à atteindre cette île et le pendentif porté par Shita est le seul moyen pour eux, mais aussi pour les autres, de trouver à coup sûr l'emplacement de cette île. Ils y parviennent, tous, le gouvernement, Pazu et Shita, et nous découvrons que Laputa recèle bien des secrets. Une arme magique capable de provoquer d'immenses explosions, des stèles indescriptibles comportant plusieurs informations que seuls les habitants semblent pouvoir traduire, et par-dessus tout, une technologie bien plus avancée que tous les autres pays et des automates alimentés par cette île. Ok, voilà. Alors c'est ce moment qui nous intéresse, de toute façon vous avez dû comprendre où je voulais en venir. Toute l'histoire de ce film colle parfaitement à ce que l'on peut imaginer de l'histoire de l'Ancien Royaume. Et il faut dire que les récentes révélations n'ont fait qu'aller dans ce sens. L'arme magique qui provoque la destruction, c'est totalement le pouvoir de Im dans le chapitre 1060. Les stèles indescriptibles contenant des infos, ce sont les poneglyphes. Et la technologie avancée et le robot protecteur de l'île, c'est très clairement l'Ancien Royaume et ses vestiges que nous venons de découvrir en fin de chapitre 1065. Leur ressemblance est tellement frappante que dans ma théorie datant de 2016, je disais qu'en suivant le scénario du film, alors l'Ancien Royaume avait une technologie avancée qui aurait pu générer une certaine jalousie de la part des autres royaumes. J'imagine alors totalement que l'Ancien Royaume avait des années d'avance sur le reste du monde, ce qui a attiré la jalousie des autres royaumes, justifiant ainsi entre guillemets cette attaque et pourquoi le gouvernement veut que tout ça reste secret. Bah du coup voilà, on y est. Ça serait donc ça le secret de l'Ancien Royaume. Une technologie si avancée que Vegapunk lui-même n'est pas encore parvenu à entièrement l'égaler. Vous vous souvenez du début de vidéo lorsque j'ai passé un temps affreusement long à vous parler de cette source d'énergie infinie que cherchait à recréer Vegapunk? Eh bien peut-être qu'elle existait dans l'Ancien Royaume et qu'elle alimentait toute cette cité, que ce pouvoir ait pu être récupéré par Im et par conséquent utilisé ultérieurement pour détruire des îles comme elle l'a fait pour Lulusia et comme le gouvernement l'a fait avec Laputa dans le film du Château dans le ciel. Moi je vote toujours pour Uranus, mais bon écoutez. Et vous savez ce qui est le plus drôle concernant le Château dans le ciel, c'est qu'à la fin, pendant le dernier générique, l'île volante s'est retrouvée en orbite stationnaire autour de la Terre, donc dans l'espace. Si Oda a voulu pousser l'influence de ce film jusqu'au bout, si l'Ancien Royaume est si inaccessible, c'est qu'il se trouverait tout simplement ni sur Terre ni sous la mer, mais bien dans les airs, encore au-delà des îles célestes, et peut-être au plus proche de la Lune, là où vivait à l'origine le peuple ayant fondé l'Ancien Royaume il y a plusieurs millénaires. En tout cas, je le répète, mais même si la première partie sur la théorie des anciens astronautes vient de moi, celle du Château dans le ciel, c'est Saifron Kaizoku qui, il y a 6 ans, me l'a fait découvrir dans la communauté anglaise. Moi, je l'ai juste proposé en français, et d'ailleurs, vu que c'était une première dans le YouTube One Piece à ce moment-là, bah vous aviez totalement adhéré au parallèle de ces deux œuvres, donc c'était absolument tout bénef. Mais que ce soit la théorie des anciens astronautes ou Laputa du Château dans le ciel, ce sont pour moi très clairement deux énormes références qu'Oda aurait pu utiliser pour cet ancien royaume et sa technologie super avancée. Le lien avec la cité lunaire de Bilka n'est également pas à exclure, et j'espère avoir su vous convaincre de l'importance de cette dernière dans le développement de l'ancien royaume. Ce fut un plaisir indescriptible que de voir de nos yeux, et sans doute pour la première fois depuis les poneglyphes, les vestiges de cette nation antique qui, lorsqu'elle apparaîtra à nouveau, signera sans l'ombre d'un doute la fin de l'histoire de One Piece.